Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous, autant aux personnes qui sont sur Zoom avec nous que celles qui nous suivent en direct sur Facebook. Je me présente, je m'appelle Marie-Claude Dufour et je suis la directrice générale du réseau des centres de ressources périnatales du Québec. Avant de débuter, je vais vous glisser un petit mot là, sur notre organisation. Donc, le réseau des CRP, notre mission, c'est de mobiliser, soutenir et porter la voix des 31 centres de ressources périnatales qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire du Québec. Les CRP offrent des activités et des services aux futurs et aux nouveaux parents durant la grossesse et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 2 ans. Chaque CRP propose en fait des activités et des services qui sont uniques et propres à eux, notamment des rencontres prénatales, des activités physiques pré- et postnatales. On peut penser par exemple au yoga, au cardio-poussette, à la danse. Les CRP offrent aussi des ateliers avec bébé, de la préparation et du soutien à l'allaitement, des cafés rencontres, des services de relevailles qui est, en fait, les services de relevailles, c'est du soutien à domicile. Ils offrent aussi des groupes d'entraide. Ça peut être sur des thématiques comme un postpartum difficile, le deuil périnatal. On peut penser à l'accouchement aussi. Donc, en gros, ces activités-là et les CRP, ce sont des beaux lieux d'échange pour rencontrer d'autres parents, créer des liens, sortir avec bébé et bien sûr bouger. Je vous invite à aller visiter notre site internet rcrpq.com pour en savoir plus, mais aussi pour trouver un CRP proche de chez vous. Donc, sans plus tarder, le réseau des CRP, moi et mon équipe, on est très fiers de vous présenter aujourd'hui notre tout premier webinaire grand public intitulé Bouger après l'arrivée de bébé, être active, en confiance et en santé. On le sait, la première année après l'arrivée d'un bébé est pleine de bouleversements entre la fatigue, l'adaptation et la charge du quotidien. Ça peut être difficile de savoir comment reprendre l'activité physique, qu'on sait pourtant être bénéfique à différents niveaux. On espère que le présent webinaire va vous outiller, vous rassurer et vous encourager à bouger après l'arrivée de bébé en toute confiance et de façon sécuritaire, bien sûr. Il va y avoir une période de questions à la fin du webinaire. Pour les gens sur Zoom, vous pouvez inscrire vos questions à tout moment dans le chat. Et pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je vais maintenant vous présenter notre invitée. Stéphanie May est professeure titulaire au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle consacre ses recherches à l'impact de l'activité physique sur la santé reproductive néonatale et maternelle lors de la préconception et durant la période périnatale. Elle s'intéresse aussi aux facteurs qui influencent l'adoption et le maintien de la pratique de l'activité physique durant ces périodes. À titre de co-chercheur principal, elle a développé les directives canadiennes sur l'activité physique durant la grossesse et aussi les directives canadiennes sur l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil pour la première année postpartum. Bon webinaire à toutes. Stéphanie May, à toi. Merci beaucoup Marie-Claude pour l'introduction. Donc, je vais tout de suite partager mon écran, me mettre en mode présentateur. Parfait. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien et voit bien la diapo? Super. Donc merci beaucoup Marie-Claude et Marie-Noël pour l'invitation, la présentation. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de vous parler aujourd'hui de nos directives. Et je vais en fait commencer simplement par vous demander de lever la main si vous êtes dans la première année postnatale actuellement. Donc, juste pour avoir une petite idée de combien de personnes on a. Donc là, je ne vois pas tout le monde. Je vais essayer de descendre. Okay. Donc, on a quelques personnes, mais plus de personnes qui sont en dehors de cette phase-là. OK, parfait. Oh, quand même. Excellent. Donc, comme l'a mentionné Marie-Claude, l'objectif, c'est vraiment de vous offrir des repères simples fondés sur les recommandations actuelles pour vous aider à bouger en toute sécurité à la suite de votre accouchement. Deux questions que je vous pose encore une fois. Puis là, vous pouvez tout de suite prendre la parole, lever la main, peu importe. Puis on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais peut-être juste donner la parole à deux, trois personnes. Mais à quoi ressemble une journée typique avec un bébé?
C'est quoi les mots-clés qui vous viennent en tête? Vous pouvez le remettre dans le chat, lever la main, prendre la parole tout de suite. Allez-y, soyez pas... je regarde le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui répondent? À quoi ça ressemble? C'est quoi les mots qui vous viennent en tête? C'est trop loin de votre, de votre souvenir? Stéphanie May, on a quelqu'un Oui. qui dit fatigue. Ouais, fatigue. Ouais. Des câlins. C'est- Oh, ça, c'est chou, ça. C'est sûr des câlins. Ça nous manque quand on est au-delà. Puis, on nous dit aussi boire, sommeil ou pas. ouais, c'est ça. Puis là, pourquoi ça marche pas? Ah, OK. C'est quoi le plus difficile en ce moment, si vous êtes dans cette période-là, ou quand vous y étiez pendant la première année postpartum? Est-ce que ça redevient de la fatigue? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a quelqu'un qui nous avait dit allaitement. Je Ouais, pense que ça peut s'appliquer aux deux, aux deux oui, questions. La fatigue revient aussi, une autre fois, bien sûr. ouais. Ça peut être aussi de l'isolement. On se retrouve tout seul à la maison avec un bébé. Pour avoir accouché pendant la COVID, c'était pas mal ça. Donc, en tout cas, on voit que c'est une période de transition dans notre vie qui ne doit pas être négligée. Et c'est pas parce qu'on accouche qu'on redevient un adulte. Je dirais normal, non, mais dès qu'on accouche, on ne redevient pas comme un adulte hors, qui n'a jamais accouché ou hors de cette période-là. Donc, avant de parler de nos directives puis d'embarquer sur le sujet, ben, tout le monde sait, la première année postnatale, c'est vraiment une réalité à reconnaître quand on est des parents pour normaliser plusieurs choses. Et donc, ben, en fait, vous l'avez bien mentionné, il y a des mots qui reviennent toujours, la fatigue, le manque de sommeil. On peut aussi avoir des douleurs, une récupération physique plus ou moins importante, l'allaitement, le manque de temps pour soi parce que tout notre temps est consacré à notre nouveau-né. On peut avoir des problématiques aussi au niveau de notre dysfonction des muscles du plancher pelvien. On peut avoir des difficultés émotionnelles, voire de santé psychologique. On sait malheureusement quand même que la phase, les 4 premiers mois après l'accouchement ben, est une fenêtre euh, de fragilité où malheureusement plusieurs femmes développent des problématiques émotionnelles et des fois plus graves quand on parle de dépression postnatale. Donc, on est dans un contexte qui est particulier et nos directives sont des outils plus que des obligations à rencontrer. Donc ça, c'est le premier message qui est très important, c'est que c'est un outil pour justement vous amener à recommencer ou à commencer tout court une pratique sécuritaire de l'activité physique. J'aimerais mentionner que la santé se construit sur 24 heures et qu'au Canada, on est un pays avant-gardiste parce qu'on est le premier pays au monde à avoir adopté une approche intégrative ou intégrée qui regroupe à la fois l'activité physique, mais aussi le comportement sédentaire et le sommeil dans le développement de ces recommandations nationales. Avant, on parlait d'activité physique de loisirs et ça s'arrêtait là. Maintenant, on parle vraiment d'un mouvement sur 24 heures. Et donc, au Canada, on a cette chance extraordinaire d'avoir des recommandations pour toutes les populations, donc de 0 ans à l'âge adulte et à l'âge vieillissant. Donc, on a vraiment ces directives pour orienter les personnes à chaque phase de leur vie. On a aussi des directives pour des populations bien spécifiques et bah, vous me voyez venir. Donc, on a les directives en matière d'activité physique durant la grossesse, ainsi que 2 autres directives pour d'autres populations bien spécifiques, donc indépendamment de l'âge auquel on se trouve. Et on avait des directives sur l'activité physique en postnatal, mais qui étaient imbriquées dans de très anciennes directives en matière d'activité physique durant la grossesse, qui dataient de 2003. Donc, je vous le montre, c'était très vieux. Et donc, jusqu'à 2021, on était encore avec ces recommandations-là, qui étaient très limitées. Donc, on nous disait, attendez votre visite postnatale à 6 à 8 semaines après l'accouchement pour savoir si vous pouvez recommencer ou commencer des activités physiques. Donc, vous avez besoin d'avoir cette discussion avec votre médecin, le OK du médecin. Puis, si le médecin vous disait, OK, vous pouvez y aller, ben, c'était de reprendre de façon très graduelle. On avait quand même 2 recommandations dans celle-ci que je vous montre. Donc, c'était de pratiquer des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien pour diminuer le risque d'incontinence urinaire. Et aussi, ben, on rassurait les mamans allaitantes en leur disant que l'activité physique modérée à vigoureuse n'influençait pas la quantité puis la qualité de lait maternel. Bon.
Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux nombreuses questions des nouvelles mamans qui vivent une période de transition majeure et qui souhaiteraient reprendre leurs activités physiques? Ben, la réponse était non. Puis on l'a bien vu dans notre pratique qu'on avait beaucoup de questions, que les femmes posaient beaucoup de questions à leurs professionnels de la santé sans avoir de réponse satisfaisante parce qu'on n'avait pas de directive, justement. Donc, notre objectif en 2021, c'était de fournir des recommandations basées sur des données probantes concernant l'activité physique, mais aussi les comportements sédentaires et le sommeil pour la première année postnatale. Et ces directives existent maintenant justement pour s'assurer que ce soit adapté au contexte particulier de cette période de transition dans la vie d'une femme. Donc, on a voulu faire des recommandations, développer des recommandations, oui, basées sur des données probantes, mais aussi adaptées à la réalité que vivent ces nouvelles mamans. Une seule diapositive qui concerne vraiment la science pure, c'est qu'on a couvert 21 indicateurs de santé maternelle et infantile. Donc, on est allé de façon très, très large parce qu'on voulait s'intéresser autant à la santé physique que la santé mentale. On a eu à peu près près de 20 000 articles à regarder dans la littérature. Puis au final, on en a quand même retenu un très grand nombre. Puis je ne peux jamais faire cette présentation sans remercier notre équipe extraordinaire qui nous a permis de développer ces recommandations-là parce qu'on était 48 collègues autour de ce projet-là, 19 étudiants. Donc ça a mobilisé beaucoup, beaucoup de monde. Et on en est arrivé avec un produit dont on est très fiers. Donc, je le mentionne et je passe tout de suite aux résultats qu'on a trouvés. Donc, les bienfaits de l'activité physique postnatale sont aujourd'hui bien établis, basés sur des données de très bonne qualité. Les femmes qui recommencent l'activité physique durant leur première année après l'accouchement ont un risque très inférieur de développer une dépression postpartum. On parle de 45%, c'est majeur. Elles ont également une diminution de leur risque de faire de l'incontinence urinaire lorsqu'elles font une réadaptation périnéale, donc elles font ces fameux exercices de Kegel. Aussi un résultat important, sachant que l'incontinence urinaire est un facteur, une problématique qui a un impact important sur notre qualité de vie, mais aussi sur le retour à la pratique de l'activité physique. Les femmes ayant vécu un diabète de grossesse aussi avaient un risque diminué de développer un diabète de type 2. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Puis ça peut arriver très rapidement après l'accouchement aussi, malheureusement. Et on avait également vu d'autres bienfaits, notamment la diminution de la sévérité des symptômes de dépression et d'anxiété, diminution de la sévérité des douleurs lombopelviennes que toutes les femmes ont souvent à la fin de leur grossesse et qui peut se poursuivre en postnatal et parfois devenir chronique. L'amélioration du statut pondéral également en faisant de l'activité physique et, très important, amélioration de la qualité du sommeil et diminution de la fatigue. Donc, on va en revenir là-dessus parce que ces résultats-là nous ont permis d'orienter les directives que je vais vous présenter. L'autre résultat fort intéressant, c'est que tous ces bénéfices-là ne sont pas associés avec des effets indésirables. Donc, sur toute la littérature qu'on a couvert, on n'a pas identifié d'effets indésirables d'un retour à l'activité physique en période postnatale. Donc, on était intéressé par est-ce que les femmes qui reviennent ou qui reviennent à leurs activités physiques, que ce soit légère, modérée ou vigoureuse, est-ce que la qualité et la quantité de lait produit diminue, change? Absolument pas. Le bébé tète tout autant, il grandit bien. Donc, on n'a aucun impact à ce niveau-là. Puis, on n'a pas non plus documenté de problématiques de blessures ou de douleurs musculo-squelettiques. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est sécuritaire et que ça apporte des tonnes de bienfaits pour notre santé. Donc, ces résultats-là nous ont permis de développer ces recommandations qui ont été donc publiées dans un journal scientifique, mais aussi vulgarisées sous forme de vignettes que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site de notre partenaire, la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Donc, c'est gratuit, vous pouvez y avoir accès. Et au final, on est arrivé avec 7 recommandations sur l'activité physique, une recommandation sur le comportement sédentaire et une recommandation sur le sommeil. Et ces directives-là, qui sont les premières au monde à toucher justement l'ensemble de ces comportements-là pour cette période de vie des femmes, ont été endossées par de nombreuses sociétés, que ce soit au Canada, mais même à l'international. Donc, je vais en fait transmettre 3 messages clés. Le premier, c'est bouger un peu, mais souvent. L'objectif, c'est d'y aller progressivement et aussi de façon individuelle. Il n'y a pas une période postnatale qui se ressemble. Une femme qui a eu plusieurs grossesses n'a pas vécu une phase postnatale pareille. Tout est différent, les grossesses sont différentes, les périodes postpartum sont différentes, donc c'est très individuel la manière dont on est capable de retourner et de reprendre nos activités physiques. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut recommencer ou commencer à bouger
très rapidement après l'accouchement. Donc, quand l'accouchement s'est bien passé, même quand on a eu une césarienne, on peut commencer à bouger rapidement. Donc, on parle de mobilisation. Okay? C'est des activités d'intensité très légère. On peut aller prendre une petite marche à l'extérieur, faire des étirements doux, des exercices de mobilité, des exercices au sol, les fameux exercices de Kegel, donc de renforcement des muscles du plancher pelvien. C'est possible de commencer tout cela même 48 heures après avoir accouché. Okay? Il y a des femmes qui sont capables de reprendre très vite la mobilité ou le mouvement, puis il y en a d'autres qui vont devoir attendre un peu plus longtemps. Donc, d'où l'individualisation du retour à la pratique de l'activité physique. On progresse graduellement et selon ses capacités. Maintenant, on a établi quand même, à l'aide de nos données, un certain type ou modalité d'activité idéalement à atteindre pour aller chercher le plus de bienfaits pour notre santé. Donc, au final, ce qu'on a démontré, c'est que, idéalement, on aimerait ça qu'à la fin de la première année postnatale, on ait été capable de faire 120 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine. Et donc, pour celles qui sont moins familières avec les intensités, ben, l'intensité modérée, c'est que quand je fais l'activité, je suis essoufflée, mais je suis encore capable de parler. Alors que si je vais dans une intensité vigoureuse, ben là, je suis capable de dire quelques mots, mais je suis rapidement à bout de souffle. Donc, il faut que je reprenne mon souffle pour continuer à faire mon activité. 120 minutes d'ici la fin de la phase postnatale, où on verra plus rapidement si vraiment on veut aller chercher des bienfaits pour certains paramètres de notre santé, étalé sur 4 jours ou plus de la semaine et varié. Puis je mets le plaisir toujours en gras et en majuscule parce que ça doit être au cœur de ce que vous allez faire. Trouvez-vous une activité que vous avez envie de faire quasiment à tous les jours parce que ça vous plaît, vous vous sentez bien. Donc, ça peut être autant du yoga que ça peut être du cardio-poussette, que ça peut peut-être être un retour à la course à pied parce que c'est vraiment ça qui me fait du bien. Il faut vraiment que le plaisir soit présent. La dernière recommandation ici, puis je vais y revenir un petit peu plus tard, c'est que idéalement, on aimerait que cette reprise-là soit faite au cours des 12 premières semaines de la grossesse. Pourquoi? Parce que c'est ce fameux 4e trimestre de la grossesse qui est une période vulnérable pour les problèmes de santé mentale. Et à travers des analyses statistiques dont je ne parlerai pas parce qu'elles sont un petit peu complexes, ben, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient capables de retourner vers des activités modérées à vigoureuses et le 120 minutes dans la semaine, dans les 3 mois après l'accouchement, étaient vraiment celles qui avaient le moins de risque de développer une dépression postnatale. Donc, si vous êtes une femme avec une susceptibilité à ce genre de problème-là, si pendant la grossesse, vous avez développé une dépression prénatale, on sait que malheureusement, vous êtes plus à risque d'en développer une en postpartum. Donc, cette recommandation-là d'un retour plus hâtif vers de l'activité physique un peu plus intense et un volume un peu plus intense, ben, serait plus favorable pour vous. Mais encore une fois, dans la mesure du possible, parce qu'il faut que ce soit individualisé et graduel. L'activité physique, elle est importante parce qu'elle soutient la récupération, le sommeil, le bien-être. Donc, chaque mouvement compte et on progresse petit à petit pour atteindre ce 120 minutes durant la semaine. Maintenant, quand je dis progressif, souvent c'est très nébuleux. Ça veut dire quoi progressif? Okay? Qu'est-ce que ça veut dire progresser graduellement? Comment je sais que je suis prête à passer vers des intensités un peu plus importantes? Donc, ce qu'on donne aussi comme message dans nos directives, c'est que le passage des activités légères vers des activités plus intensives, donc modérées, vigoureuses, elle doit se faire dans un contexte assez particulier. Si on a accouché de façon naturelle puis qu'on a des points de suture, si on a accouché par césarienne puis qu'on a aussi des points de suture, ben, il faut s'assurer, avant de commencer des activités modérées à vigoureuses, que les incisions chirurgicales ou les déchirures périnéales sont suffisamment cicatrisées. Il ne faut pas avoir mal, il ne faut pas que ça cisaille, il ne faut pas que ça sointe. Donc, on doit attendre une certaine guérison. Il faut aussi s'assurer que ce qu'on appelle nos saignements vaginaux, qui ne sont pas des menstruations, mais qui sont rattachés finalement à la grossesse et à l'accouchement, il faut s'assurer que ces saignements-là n'augmentent pas avec des activités plus intenses. Donc, c'est des saignements qui peuvent durer un certain nombre de semaines, variables selon les femmes, mais qui finissent par s'estomper. Donc, si je recommence de l'activité physique, puis que ces saignements-là augmentent avec cette pratique-là, c'est que c'est trop tôt. Donc, on attend. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très femme dépendant. Est-ce que toutes les femmes peuvent bouger?
un peu souvent après l'accouchement. La grande question. Donc, tout le monde peut se poser la question, est-ce que c'est sécuritaire dans mon cas de recommencer à bouger? Ben, on s'y est aussi penché à cette question-ci et on a développé le questionnaire Mener une vie plus active pendant la période postpartum, justement parce que l'objectif, c'était premièrement de démédicaliser l'activité physique après l'accouchement et surtout rassurer les nouvelles mamans, et je dirais probablement 95%, si ce n'est plus, des nouvelles mamans au sujet du fait qu'elles peuvent maintenir ou commencer à adopter un mode de vie actif. On voulait aussi que ce soit un questionnaire facile à remplir, donc chaque femme peut remplir ce questionnaire elle-même pour identifier les contre-indications qui pourraient être rattachées à la pratique de l'activité physique modérée à vigoureuse. Et si tel est le cas, donc si elle répond oui à une de ces questions, eh bien, on l'invite à consulter un fournisseur de soins de santé primaire. Et en fait, c'est ce qui a mené à notre deuxième recommandation dans nos directives. Donc, on a un outil, de nouveau accessible de façon gratuite, qui permet vraiment de rassurer la grande majorité des femmes sur la sécurité de reprendre une activité physique rapidement après l'accouchement. Le deuxième message clé que j'aimerais transmettre, c'est en lien avec les comportements sédentaires. Donc là, on a vu que l'activité physique était sécuritaire, qu'on pouvait vraiment se mobiliser très rapidement après avoir accouché et qu'on a maintenant beaucoup plus de balises pour savoir comment je peux progresser, je commence quand, par quoi, puis comment je progresse. Maintenant, on a un autre comportement qui est le comportement sédentaire. Donc, le message clé, c'est essayer de réduire les temps assis prolongés. Bon, c'est pas tant le fait d'être assis qui est problématique pour notre santé, mais c'est de l'être trop longtemps. Et c'est ça qu'on essaye de réduire. Mais un bémol pour la période postnatale, c'est que quand on a de lait ou quand on donne le biberon à notre enfant, on est assis, voire même allongé. Donc, c'est des moments qui sont des moments sédentaires et qui sont incontournables à cette période de la vie des femmes. Donc là aussi, c'est de savoir comment est-ce que je peux, malgré ces moments sédentaires incontournables qui peuvent être plus ou moins longs, si on rentre dans une phase de poussée de croissance du bébé, puis que le bébé il tète aux heures ou aux 2 heures, puis que nos tétés durent 45 minutes à 1 heure, on s'entend qu'on passe pas mal toute la journée en position assise. Donc, c'est de savoir dans les moments où on est capable d'interrompre ces longues périodes de temps assis, ben, c'est de le faire. On change de position, on s'étire, on se lève entre les tétés, on essaye de bouger le plus possible pour justement essayer de ne pas être trop longtemps assis. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on essaie de transmettre via cette recommandation-là. La troisième et dernière recommandation qui touche au sommeil, c'est de dormir quand c'est possible. Prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de son bien-être à soi, puis surtout notamment le bien-être psychologique. Et c'est aussi prendre soin de la relation qu'on va être capable de tisser avec notre bébé. Parce qu'on s'entend une maman, justement, qui développe des problématiques de santé mentale, soit parce qu'elle dort pas bien ou pour d'autres raisons, ben, on sait malheureusement que ça a un impact sur toute la famille et notamment sur le lien qu'on peut créer avec notre nourrisson. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable de travailler aussi sur ce sommeil-là. Puis, moi, ce que je dis souvent, puis c'est un peu dommage encore, c'est que on est d'accord que dans la société actuelle dans laquelle on vit, ben, on a normalisé le fait que quand on est une nouvelle maman, on ne dort pas. C'est normal, on ne dort pas, c'est normal. On est fatigué, c'est normal. On est irritable, c'est normal. On explose. Ben non, je pense qu'on peut agir justement sur le sommeil. Puis nos travaux ont clairement démontré que quand on éduquait ces nouvelles mamans sur des concepts de base d'hygiène du sommeil et aussi sur la reconnaissance des signaux de fatigue de leur bébé, eh bien, qu'on était en fait capable de diminuer ou d'améliorer la santé mentale des mamans. Donc, on a vraiment de la science qui nous dit que quand on intervient sur le sommeil des mamans, on intervient favorablement sur la santé psychologique de ces femmes-là. Donc, la maman, puis l'autre chose qu'on a vu dans nos travaux aussi, c'est qu'une pratique régulière d'activité physique améliore la qualité du sommeil et diminue par conséquent la fatigue perçue durant la journée. Puis ça, c'est un message qui est hyper important. On s'entend qu'on ne dormira pas plus, qu'on va continuer à avoir un sommeil fragmenté, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on va dormir, on va mieux dormir parce qu'on aura fait de l'activité physique et ça va se traduire par moins de fatigue ressentie durant la journée. Donc, c'est un espèce de cercle qui continue, puis c'est de savoir où c'est qu'on peut rentrer dans le cercle pour progressivement intégrer de l'activité physique régulière, même si au début on est fatigué, parce qu'on sait que ça va avoir un impact favorable sur cette fatigue-là.
C'est sûr que souvent, quand on est très, très fatigué, il y a un choix. Est-ce que je dors ou est-ce que je me mets à bouger? Donc, parfois, le choix salvateur, ça va être d'aller faire une sieste, puis c'est bien correct. Puis parfois, on va quand même avoir une petite flamme d'énergie pour se dire, ben non, moi je pense qu'en fait, j'irais bien me prendre une petite marche à l'extérieur parce que ça va justement augmenter mon niveau d'énergie. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là entre le sommeil et le mouvement. Puis c'est un équilibre fin et chaque femme, en fait, va savoir comment, devrait savoir comment s'équilibrer tout en gardant en tête quand même que l'activité physique va avoir un impact important. Donc, les objectifs, c'est de mieux dormir, donc d'être moins fatigué et pas de dormir plus longtemps parce que ça, souvent, c'est pas possible. Donc, les petits conseils qu'on donne, on essaie de synchroniser le sommeil avec celui du bébé quand c'est possible. Donc, dans la journée, quand le bébé il dort, parfois, nous, on va prendre une sieste ou parfois, on va aller marcher à l'extérieur pendant la sieste du bébé. Réduire les stimulations nocturnes si possible, donc éviter d'ouvrir toutes les lumières quand on doit allaiter. Donc là, c'est d'essayer de devenir de meilleur en meilleur pour nourrir le bébé dans la nuit ou la pénombre. Demander de l'aide pour récupérer, ça c'est hyper important, puis on va y venir sur la diapositive prochaine. C'est que on demande de l'aide au conjoint, à la famille, à la société. Il y a des relevailles justement dont Marie-Claude faisait mention. Donc tout ce monde-là est là aussi pour nous soutenir dans notre récupération et pouvoir avoir des moments, soit pour dormir quand le bébé dort pas, ou encore pour aller bouger quand le bébé dort pas ou quand on a besoin de bouger. Puis faire de l'activité physique parce que justement, nos données ont clairement démontré que ça améliore la qualité de sommeil et que ça réduit la fatigue. Avant d'en arriver à la fin de la présentation, parce qu'il m'en reste une, il y a un élément qui était hyper important qui est ressorti de nos directives ou de tout le travail qu'on a fait. Parce qu'avant d'en arriver avec les directives qui ont été publiées, on a passé par 2 rondes de commentaires auprès de nombreuses personnes pour s'assurer que le message était bien transmis, qu'on n'avait pas de message culpabilisant, qui est souvent revenu d'ailleurs. On a souvent eu le message de dire elles sont super belles vos recommandations, mais vous mettez le doigt dans l'œil, c'est pas faisable, ça nous culpabilise d'autant plus parce qu'on ne sera jamais capable de les atteindre. Donc, le message important qu'on a aussi souhaité véhiculer à travers ces recommandations, c'est que le soutien social et le soutien de la social et en tout cas, le soutien social, il est essentiel. Ça prend un solide soutien social pour permettre d'atteindre ces recommandations-là. Donc, on l'a vu, la période postnatale, c'est une étape importante dans la vie qui présente plein d'obstacles très particuliers qui peuvent rendre l'atteinte de nos directives difficiles. Et ça, on le sait et il faut le prendre en compte. Donc, c'est là où on dit que le soutien social, émotionnel, solide, mais vraiment solide de la part du partenaire, de la famille, de la société, est essentiel pour aider ces femmes ou pour vous aider finalement à surmonter vos défis et vos obstacles et à être en mesure de progressivement intégrer le mouvement dans votre vie quotidienne et progressivement atteindre les recommandations qu'on donne pour le bien de votre santé mentale ou physique. Donc, ce soutien social-là, il est au cœur de tous les messages qu'on envoie, de toutes les présentations qu'on fait. Et donc, c'est important. Puis, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus isolées, qui n'ont pas de réseau social, d'où l'importance d'aller vers des centres communautaires qui offrent ce réseau soutien, ce réseau ou ce soutien social-là avec justement les relevailles, entre autres. Donc, il y a beaucoup quand même de services hors famille qui peuvent être très, très importants en fait pour vous soutenir ou soutenir ces personnes-là. Donc, la dernière diapositive que je montre toujours et qui met vraiment en fait en lumière les éléments importants de nos directives, ou en tout cas du message qu'on souhaite transmettre, c'est que le soutien social et émotionnel est indispensable, qu'il faut s'assurer de la sécurité avant de recommencer une activité physique après l'accouchement. Mais encore une fois, je le dis que dans 95%, voire plus de cas, les femmes peuvent recommencer l'activité physique modérée vigoureuse parce qu'elles n'ont pas de contre-indication. Donc, toutes les femmes peuvent recommencer des activités physiques légères. Ça, c'est le message important. Que bien évidemment, toutes ces recommandations-là doivent être individualisées, que la progression doit être graduelle. Puis, le message important, c'est que tout mouvement compte. Donc, dans une journée de 24 heures, tout mouvement compte. Puis, si on fait l'exercice de prendre 120 minutes et de le diviser par 7, ça fait même pas 20 minutes par jour de mouvement ou de marche à une bonne allure. Donc, c'est pas comme si on demandait 300 minutes. On sait tout à fait que même ce 120 minutes peut être difficile à atteindre pour certaines personnes, mais ce qu'on a trouvé, puis le message qu'on veut mettre de l'avant,
Et on est le seul pays au monde à avoir ce 120 minutes parce que tout le monde a 150 minutes parce que de nouveau, considère qu'une femme en postnatal retourne vers des directives qu'on a pour l'adulte. Donc nous, on coupe d'une demi-heure, ce qui est quand même pas mal. Mais le message est clair, c'est que c'est une période de transition qui ne ressemble pas au statut d'adulte hors période et que donc les recommandations en matière d'activité physique doivent être adaptées et prendre en compte la réalité de ces femmes. Donc, ça clôt ma présentation. Puis, si je regarde l'heure, je suis contente parce que je pense que ça va nous permettre d'avoir beaucoup de temps pour répondre aux questions. C'est ce que j'aime. Donc, j'espère que vous allez oser prendre la parole et poser des questions ou partager vos expériences en lien avec votre période postnatale et le mouvement ou le non-mouvement peut-être. Donc, je suis à l'écoute et vous avez mon adresse courriel si jamais vous avez envie de m'écrire pour des questions plus précises ou personnelles. Ça me fera plaisir. Donc, j'arrête le partage. Comme ça, je vois mieux les gens qui sont derrière l'écran. Merci beaucoup, Stéphanie May. Pour commencer, on avait une question qui a été posée dans le chat sur Zoom. Je pense que tu lui as répondu, mais on va quand même te demander de le repréciser là, juste pour le bénéfice de tout le monde. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui demandait la phase, pardon, postnatale, est-ce qu'elle dure jusqu'à 12 semaines? Non, alors, ben, en fait, nous, nos recommandations, c'est pour la première année postpartum, donc jusqu'à 12 mois postpartum, parce qu'en fait, on vise vraiment à combler le trou qu'il y avait entre les recommandations en matière d'activité physique pour la grossesse et les recommandations qu'on a pour l'adulte. Et c'est pour ça qu'on a cette année de transition. Puis pourquoi 12 mois? C'est parce qu'en fait, on a de nouveau interrogé beaucoup de monde pour savoir, pour vous, c'est quoi le postpartum? Puis dans la grande majorité des cas, c'était 12 mois. Il y en a qui nous ont dit 6 mois, 18 mois, des fois même 24 mois. Mais la majorité des personnes considèrent que la période postnatale, puis c'est peut-être faux de dire postpartum, des fois on utilise postpartum et postnatal de façon interchangeable. Je devrais plutôt dire postnatal parce que le postpartum, effectivement, il est plus court. Donc, allons-y avec postnatal. Ce sera plus simple pour dire que ça englobe vraiment la première année suite à l'accouchement. Excellent, merci beaucoup. Puis là, pour le moment, moi, je vois pas d'autres questions dans le chat, là, ni sur Zoom, ni sur Facebook. On a des commentaires, par contre, qui nous disent merci beaucoup, très clair et très intéressant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont envie de réagir, de prendre la parole, même si c'est pas pour poser des questions, ça peut être pour partager aussi soit ce que vous vivez ou avez vécu ou ça peut aussi être ce que vous observez, donc sur le terrain, parce que je sais j'ai vu là, des visages connus, des intervenantes là, des CRP, donc n'hésitez pas. Mais s'il n'y en a pas, je peux peut-être faire un ajout sur la fameuse course à pied, parce que c'est souvent une question qu'on se fait poser, de se dire, tu sais, moi, j'ai toujours couru avant de tomber enceinte, j'ai continué à courir pendant ma grossesse, quand est-ce que je peux reprendre la course à pied après l'accouchement? En fait, c'est là où je pense que nos directives sont beaucoup plus flexibles par rapport à ça. Et puis d'ailleurs, il y a quand même il y a d'autres recommandations pour vraiment le retour à la course à pied de façon plus précise chez des filles qui vont vraiment être plus, parce qu'on en a aussi des athlètes récréatives là qui font même de la compétition puis qui veulent savoir. Donc on a un guide pour ces femmes-là dans d'autres directives aussi. Parce qu'en fait, on a eu de tout, hein. Moi, les cours que je donne depuis 3 ans, quasiment à chaque année, il faut que je les mette à jour parce qu'on a eu une phase où c'était catastrophe, pas courir, ça va scraper le plancher pelvien, il faut attendre, attendre, attendre. Ensuite, on a eu des choses un peu plus moins conservatrices où des groupes de physio se sont entendus pour dire ça prend minimalement 3 mois avant de recommencer. Et puis, il faut s'assurer d'avoir fait la rééducation périnéale. Il faut s'assurer que plein de critères soient rencontrés avant de commencer. Donc, en fait, ça vaut même pas la peine d'y penser avant 3 mois. Mais là, 3 mois, c'est très long pour des filles qui ont besoin de courir aussi pour leur santé mentale. Donc là, maintenant, on est plus vers le 3 semaines. 3 semaines parce que quand même, il faut s'assurer que les symptômes qu'on a nommés ne réapparaissent pas.
Puis il y a quand même une période de récupération puis de rétablissement. Je pense qu'il faut quand même faire attention. Il faut avoir le temps que tout se recicatrise. Il y a quand même eu des muscles qui ont été très étirés de par la grossesse et l'accouchement vaginal s'il y a eu accouchement vaginal. Donc, je pars toujours, moi, un peu du principe que quand on se tord un genou ou quand on se déchire des ligaments à quelque part, ben, on fait une rééducation. On va voir un physio, on prend le temps que tout se répare avant de repartir vers des activités puis des planifications d'entraînement soutenues. Ben, la grossesse, c'est la même chose. On a une blessure quand même à quelque part d'une région du corps et on doit lui donner le temps de récupérer puis de revenir dans une situation qui permette de supporter ensuite de la course à pied, parce que c'est quand même une activité avec un impact important aussi à ce niveau-là et à d'autres niveaux. Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle plus d'un 3 semaines où on a une planification progressive. On passe d'un marche-course, puis progressivement, on court de plus en plus, puis on marche de moins en moins. Donc, je pense qu'en fait, c'est un peu l'idée qu'il faut garder en tête que pour des activités à impact élevé, on est beaucoup plus flexible, mais tu sais, il y a des filles qui vont vouloir vraiment recommencer de façon très hâtive. Il y a des signes qu'il faut reconnaître qui nous disent que c'est un peu trop tôt. Merci beaucoup, Stéphanie May. On a une personne qui a levé la main. Oui, Je crois, donc Coralie. Coralie, oui, vous pouvez y aller. Oui, ben, merci Stéphanie May là, pour votre ajout par rapport à la course à pied. En fait, moi, je suis enceinte en ce moment de 32 semaines, puis justement, je courais de manière récréative, là. Puis j'aime beaucoup la course, puis évidemment, j'ai développé comme une blessure à la symphyse pubienne, là. En fait, Mhm. ça s'est mis à être vraiment douloureux. Fait que j'ai dû arrêter la course, puis là, ben, c'est ça, ça m'inquiète de savoir, tu sais, j'ai hâte de recommencer. Ouais, Fait que c'est ça, je me demandais, mais tu sais, vous l'avez un peu nommé dans ce que vous avez ajouté, que tu sais, ça se peut qu'après l'accouchement, ben, il y ait de la douleur, puis qu'on doive, je sais pas, consulter un physio, par ouais, exemple, pour régler cette partie-là, puis recommencer graduellement. ouais. Mais oui, c'était juste ça que je voulais partager, là. Je trouvais ça intéressant ce que vous veniez d'ajouter, dans le fond. Oui, oui. Ben, merci du partage. J'ai été un peu dans la même situation que vous, en fait. J'ai couru, je pense, jusqu'à la milieu de la grossesse, puis après, j'ai commencé à avoir mal. Puis tout bête, un cours de yoga trop solide, puis là, j'étais finie, Oui, là. exact. Oui, oui, puis vraiment des douleurs, même je suis allée nager, il y avait même la marche, le vélo, tout ce qui en fait, puis la symphyse pubienne, hein, c'est que beaucoup de mouvements sont en cisaillement, donc et que ça fait mal, hein, c'est Mhm. pas comme des douleurs au bas du dos où on peut faire d'autres choses, mais la symphyse pubienne, je pense que c'est là où ça fait le plus mal. Euh, Oui. donc effectivement, ben, j'encourage après l'accouchement de regarder, d'être vraiment à l'écoute de ses sensations. Puis effectivement, si vous avez accès à un physio en rééducation périnéale, ben, surtout dans un contexte où vous courez beaucoup, ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ça. Puis elle va s'occuper non seulement du plancher pelvien, mais aussi des abdominaux profonds et de stabiliser, ben, de remuscler en fait cette région qui est très laxe et hyper laxe pour les bonnes raisons, parce qu'il va falloir faire passer un bébé à travers, euh, à travers des structures qui doivent être laxes. Donc, ouais, c'est un bon conseil, puis d'y aller progressivement, parce que je pense que le pire pour quelqu'un qui aime courir, c'est de reprendre rapidement, puis de devoir après régresser, puis de retourner en arrière. Mhm. Euh, donc, en tout cas, Oui. bonne chance avec tout ça, mais si on fait bien les choses, ça se passe très bien. Là. Je pense que c'est juste de laisser le temps au temps aussi. Oui, exact. Merci Ouais, beaucoup. ça fait plaisir. Merci Stéphanie. Mais on a une autre question. En fait, on en a quelques-unes, là, ça rentre. Super. Les gens se déjeunent. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, donc pour reprendre l'activité physique, il faut d'abord faire des exercices du plancher pelvien, que ce soit si nous avons eu un accouchement par voie basse ou une césarienne. Oui, parce qu'en fait, la grossesse elle-même, avec le poids du bébé, le poids de l'utérus, ben, tout ça fait que ça pèse lourd sur le plancher pelvien. Donc, même si on a accouché par césarienne, puis qu'on n'a pas eu de déchirure ou qu'on n'a pas eu ces muscles-là qui ont été encore plus détendus, ben, la grossesse elle-même fait que ça pèse lourd. D'ailleurs, de plus en plus, on amène aussi les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien pendant la grossesse. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, c'est quelque chose qu'on fait pendant la grossesse, puis après la grossesse aussi. Nous, on est très le après, puis on s'occupe pas trop du pendant. Mais on devrait justement, parce que comme je le mentionnais,
c'est des exercices qu'on peut refaire rapidement après avoir accouché. Donc, ça veut dire qu'idéalement, il faudrait voir un physio avant d'accoucher pour qu'on puisse avoir toute l'éducation sur comment bien les faire, puis qu'ensuite, on puisse les faire rapidement, parce que je ne suis pas sûre qu'une femme qui a accouché il y a 3 jours a envie de se trimballer chez le physio pour commencer sa rééducation. Donc, je pense que si on est capable de le faire soi-même à la maison au début, puis ensuite, d'aller voir la physio pour qu'elle puisse faire vraiment, tu sais, il y a plein de tests qu'ils peuvent faire beaucoup plus précis pour savoir, ben, c'est quel genre d'exercice qu'on doit faire, tu sais, on a déjà une bonne force, mais on manque d'endurance, ou est-ce que c'est le contraire, on est endurant, mais on t'offre pas un poids lourd, donc c'est un muscle qu'on entraîne comme un biceps, hein. Donc, je pense que, c'est autant pendant la grossesse qu'après, indépendamment du type d'accouchement qu'on aura vécu. Puis, moi, je l'encourage vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment c'est prévenir des problèmes qui peuvent arriver plus tard dans sa vie. Donc, quand on est jeune puis qu'on le fait pas, ben, tu sais, ça va, ça peut aller. Mais quand on arrive plus vieille, c'est là où après on peut avoir des problématiques. Tu sais, moi, je vois probablement que vos mamans, elles se plaignent de ça. Il y en a qui doivent vraiment passer par des interventions importantes parce que justement, ça n'a jamais été fait puis on n'en parlait pas il y a 40 ans. Mais d'autant plus si vous savez que vous avez envie de reprendre la course à pied, ben là, c'est comme un incontournable avant de recommencer. Excellent, merci. Il y a quelqu'un qui nous disait aussi, il y a donc une différence entre une maman plus sédentaire dans la vie et une athlète. Oui, oui, ben, bien évidemment, en fait, quand on reprend, c'est pour ça qu'on met le re entre parenthèses. Parce que la période postpartum, ça peut être un retour aux activités qu'on faisait déjà, ou ça peut être une bonne période où on veut commencer à bouger alors qu'on n'a jamais bougé dans notre vie. Je pense que toutes les périodes de transition dans la vie sont des bonnes occasions pour penser à nos habitudes de vie, puis à les améliorer. Puis le postpartum en fait partie. On a un nouveau bébé, on devient une maman pour la première fois ou pour la 4e fois, peu importe. On est une femme qui souvent, ben, en tout cas une femme ou la personne dans la famille qui prend souvent des décisions en lien avec les activités de nos enfants. Non pas que les papas ne jouent pas de rôle, puis les papas sont ultra importants, je pense qu'ils sont indispensables. Puis je ne sais pas s'il y a des papas aujourd'hui qui m'écoutent, mais ils ont un rôle qui est très important, puis souvent, ils n'ont pas conscience du rôle important qu'ils ont, ou pas suffisamment conscience. Mais tu sais, la maman, les parents, je dirais, les parents, parce que souvent, on veut embarquer les papas aussi dans tout ce qu'on fait. Les parents sont les meilleurs modèles des enfants. Puis souvent, la maman, ben, veut pas, on a une charge mentale différente, on s'occupe de par nature de plein de choses. Puis ben, les activités qu'on offre à nos enfants, souvent, ben, c'est nous qui allons les inscrire ou qui initions les discussions sur des activités. Donc, la période postnatale, c'est aussi un très bon moment pour commencer à intégrer l'activité physique dans sa vie de tous les jours. Mais bien évidemment, la manière dont on va encadrer ces femmes ou la manière dont on va commencer ou reprendre l'activité physique en postnatal dépend bien évidemment de son historique. Donc, Coralie, qui a toujours couru, qui a couru pendant sa grossesse, ben, elle n'aura pas un retour à l'activité physique ou une pratique d'activité physique après son accouchement qui sera similaire que la personne qui n'a jamais bougé ni avant ni pendant sa grossesse. Donc, c'est pour ça que les mots individualisation puis progression graduelle prend tout son sens parce qu'il faut toujours partir de la personne et de ses habitudes de vie, de sa condition physique, de son historique. Génial, merci beaucoup. On a quelqu'un qui nous a partagé son expérience, puis nous, ça nous amène à te demander de parler d'un sujet précis. Donc, la personne nous dit, après ma première grossesse, on m'a vraiment découragée de faire de l'exercice après ma césarienne. Cependant, ça a fait en sorte que je n'ai pas été capable de reprendre l'activité et j'ai subi tous les inconvénients qui viennent avec une diastase pendant 5 ans. Donc ça, la fameuse diastase, c'est quelque chose qui fait, je Ouais, pense, peur à beaucoup de ouais, mères et de futures ouais, mères. Donc peut-être nous glisser un petit mot là-dessus, s'il te plaît, Stéphanie May. ouais. Ben, effectivement, la diastase, c'est ce fameux écartement des muscles abdominaux qui fait que, ben, en fait, quand on passe d'une position couchée à debout ou assis, on a comme une petite boule qui ressort au niveau de la ligne blanche du centre du ventre. Puis c'est normal parce que les muscles sont tellement étirés que ça finit justement par faire cet espace-là. En postnatal, ben, c'est sûr que le tour de taille diminue, les abdominaux sont beaucoup moins étirés. Donc chez certaines femmes, ça se remet tout seul, puis chez d'autres, jamais.
La diastase, puis d'où l'intérêt d'aller faire une rééducation périnéale, c'est parce qu'elle va travailler là-dessus aussi, là. C'est qu'il faut voir vraiment le plancher pelvien et les muscles abdominaux profonds comme étant comme une structure, comme une espèce de gaine. Et le plancher pelvien, c'est le hamac qui soutient en fait vers le bas les organes. Mais tout se travaille en même temps. Donc, quand on va travailler nos muscles du plancher pelvien, ben, on travaille aussi la musculature profonde. Puis c'est cette rééducation-là qui va favoriser justement ben, le rétablissement de la diastase. OK? C'est pas le fait d'aller marcher ou le fait d'aller courir ou le fait de faire du vélo qui va avoir un impact sur la diastase des grands droits, mais c'est vraiment ce travail plus profond d'exercice, de renforcement de toute la structure abdominaux-pelvienne qui va faire que, effectivement, ça va se remettre en place. Donc, malheureusement, tel conseil était pas le bienvenu. Puis, d'autant plus que nous, ce qu'on a démontré, puis j'en ai pas parlé parce que c'était très scientifique, mais on espérait vraiment avoir des données probantes qui nous permettent de différencier nos recommandations pour des femmes ayant vécu une césarienne, accouchée par césarienne ou accouchée de façon vaginale, puis on n'a pas eu de données suffisantes pour établir des recommandations, puis notamment sur quand est-ce que c'est le bon moment de recommencer à bouger. Par contre, ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que toutes les personnes qui subissent des chirurgies abdominales, ok, peu importe, une hernie, une abdominoplastie pour X, Y, Z raison, ben, les recommandations post-chirurgie abdominale, c'est une mobilisation précoce. Donc, pour nous, de voir ça, puis de se dire, ben, en post-natal, on a une chirurgie abdominale, c'est la même chose. Donc, même si ce n'est pas donné sur des données probantes, puis même si c'est quand même des données qui sont indirectes, ben, avec notre comité d'experts, de cliniciens, de gynécos, de médecins de famille, de femmes enceintes, ben, on en est arrivé avec le message qui dit ben, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour une femme enceinte? Parce qu'elle subit aussi une chirurgie abdominale. Donc, pourquoi elle devrait rester alitée pendant 3 semaines avant de commencer de bouger? Donc, d'où une des recommandations qui est vraiment, ben, on se mobilise le plus rapidement possible dans la mesure de nos capacités. Puis, ça inclut des exercices au sol. Puis ça inclut rapidement aussi du renforcement de la musculature abdominale profonde, renforcement du plancher pelvien, d'où l'importance de voir un physio avant d'accoucher. Merci beaucoup pour les précisions. Là, moi, je ne vois pas d'autres questions, ni main levée, ni partage. Ah, ben vas-y, Marie. Fanny, je voulais savoir, est-ce que dans les exercices au sol, la fausse inspiration thoracique, ça peut être un bon début, en fait? Est-ce que c'est toujours autant recommandé? Ben, oui, oui, définitivement. Tu sais, ça fait partie des exercices. C'est toute la respiration. Il y a beaucoup de différents types de respiration qui vont justement ben, encourager l'engagement des abdominaux. Puis tu sais, reprendre le contrôle de la respiration, c'est aussi une façon de se détendre. Ça favorise l'endormissement aussi. Donc, je pense que tu sais, c'est tous des exercices qui sont doux et qui peuvent être effectivement faits rapidement après l'accouchement. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut mettre fin au webinaire. Merci beaucoup, Stéphanie May, pour tout le contenu, en fait, que tu nous as offert, mais aussi pour ta disponibilité, puis en fait, tout le temps que tu prends là, pour répondre aux questions, c'est vraiment, vraiment grandement apprécié. Les Ça fait commentaires sont plaisir. super bons, là, ça sort short and sweet, c'est parfait. Belle Super. présentation, très intéressant. Merci pour les belles informations. Donc, tout le monde est très emballé. Ça demeure disponible, là, en fait, sur Internet, comme on l'a diffusé en live. Oh, attends un petit peu. Ça a l'air qu'on a une question finalement. Ma collègue Stéphanie me dit qu'on en a une. À partir de quand on peut reprendre des exercices poids du corps? Ben, bonne question. De nouveau, je pense que ça dépend vraiment de chacune. C'est de nouveau, je pense qu'il faut un bon contrôle de la respiration, surtout, tu sais, quand on parle de diastase, puis je l'enseigne aussi pendant la grossesse, c'est vraiment avoir une bonne tenue au niveau de son gainage, donc la musculature profonde, puis qu'on porte des poids légers. Tu sais, les poids légers, on peut les commencer rapidement, puis tu sais, entre nous, quand on trimballe la coquille, puis un bébé qui prend rapidement du poids, on est déjà en train de travailler au niveau musculaire. Donc, c'est là aussi où c'est important
de revenir rapidement vers des bonnes postures parce qu'on développe rapidement des compensations de positions bizarres. Tu sais, on essaie d'allaiter du mieux qu'on peut. Moi, j'ai une tendinite de Kervin pendant très longtemps. Il y a plein de problématiques qui se développent, d'où l'importance d'un retour aussi à des exercices de renforcement musculaire bien faits. Ça peut être fait rapidement avec des petites charges au début au sol. Après, tu sais, c'est plus que si on commence. Puis poids du corps, tu sais, poids du corps, ben, let's go pour. Si vous êtes capable d'en faire rapidement. Tu sais, quand on vit dans une maison qui a aussi des étages, puis qu'on a bébé coquille, puis qu'on monte en haut, en bas, en haut, en bas, on en fait du travail musculaire. Tu sais, donc ça reste ça reste beaucoup d'entraînement fonctionnel parce que c'est dans la vie de tous les jours. Mais si on veut recommencer une petite routine avec des poids, des haltères, ben là, je dirais d'avoir repris vraiment le contrôle de notre musculature abdominaux-lombaire. Puis, tu sais, plancher pelvien, faire attention aussi parce que quand on soulève lourd, on bloque la respiration, ça peut faire une pression supplémentaire sur les structures. Donc, c'est ça qu'on veut pas trop rapidement au début de rapidement après l'accouchement. Mais tu sais, je pense que aller voir un physio, il sera tout à fait en mesure aussi de regarder que tout va bien, puis qu'on peut retourner vers ce genre d'activité aussi un peu plus intensivement au niveau musculaire. Merci beaucoup. Là, je crois qu'on n'en a pas d'autres. C'est bon. Donc, merci tout le monde d'avoir été avec nous, puis au plaisir de pouvoir vous offrir d'autres webinaires dans le futur. Merci beaucoup d'avoir été là.